Alors, manque d'avions de chasse pour assurer la sécurité des Canadiens. J'analyse cet aspect du rapport du vérificateur général avec Ferry de Kerkhoff, qui est spécialiste des affaires publiques et internationales. Bonsoir, M. de Kerkhoff. Bonsoir. Alors, le Canada pas équipé pour répondre à un niveau d'alerte élevé. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? D'abord, il faudrait commencer par définir la notion d'alerte élevée, parce qu'il y a un peu une fiction là-dedans. Vous vous souvenez que M. Trudeau avait dit qu'il ne voudrait jamais le F-35, qu'il y a toute cette histoire très politique, il y a le côté F-35 de l'époque Harper, et tout ça est en toile de fond. Et alors, tout à coup, pour pouvoir, au fond, relancer, reporter les décisions, le débat, tout à coup, on déclare des besoins opérationnels tout à fait différents. C'est-à-dire d'être capable à la fois de répondre à une alerte maximale du NORAD, dont la défense nord-américaine, et en même temps subvenir aux besoins de l'OTAN. Or, cette exigence qui a été imposée par les libéraux était peut-être valable au moment de la vraie guerre froide, mais n'est absolument pas applicable dans le contexte actuel. Et je crois que cette espèce de surenchère a été la façon pour le gouvernement actuel de reporter des décisions importantes et de finalement se lancer dans cette affaire avec les Super Hornets, avec les F-18 australiens. Enfin, c'est vraiment le point de départ, si vous voulez, c'est une fiction, d'après tous les experts militaires, de dire qu'il y a un besoin opérationnel criant. Donc, un niveau d'alerte élevé, c'est une fiction pour vous? D'après moi, c'est-à-dire que si ça arrive, nous serions dans de beaux draps. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, comment pouvez-vous définir un niveau d'alerte de telle ampleur sans même avoir, si vous voulez, une politique étrangère qui le sous-tend? Or, nous n'avons jamais défini, je dirais, une architecture de sécurité et une vision de la politique étrangère qui permettrait de justifier justement cette espèce d'augmentation de l'alerte. Alors, c'est là le problème, c'est qu'il y a très peu de corrélation à la question de défense et les questions de politique étrangère. Une chose qui ne semble pas être fiction, c'est que le vérificateur général conclut que d'acheter des avions usagés de l'Australie, ce n'était pas une bonne idée. On a dépensé au-delà d'un demi-milliard de dollars pour ça. Est-ce que c'était de l'argent tiré par les fenêtres? C'est de l'argent absolument tiré par les fenêtres parce que non seulement si nous avions acheté d'abord les fameux Super Hornets pour lesquels on s'est bagarré avec l'affaire Bombardier, et finalement on a laissé de côté ces Super Hornets-là, qui étaient d'ailleurs plus avancés évidemment que les F-18. Là, on rachète des appareils qui sont aussi anciens que les nôtres et sur lesquels on va dépenser une fortune pour les homologuer par rapport aux besoins spécifiques canadiens. Et en plus de ça, vous héritez d'une flotte qui déjà, pour 2025, était désuète, et là, on la reporte jusqu'en 2032. C'est de la folie furieuse, parce qu'à un moment donné, ces avions vont tomber du ciel, et nous ne pourrons répondre pas seulement à la nouvelle exigence opérationnelle telle qu'elle est définie, mais même à des besoins fondamentaux dans les prochaines années. Si jamais vous avez une batterie aérienne qui va taper sur un de nos vieux F-18, notre F-18 va tomber. Quand même assez inquiétant ce que vous dites. C'est inquiétant. Pour ce qui est de la pénurie de pilotes, maintenant, le vérificateur général constate qu'entre avril 2016 et mars 2018, là, je cite ces chiffres, l'armée a perdu 40 pilotes de chasse qualifiés, on a formé seulement 30 nouveaux. Donc, on s'en va dans le mur. Là, si on continue, on ne recrute pas, on ne forme pas. C'est une crise majeure. C'est une crise, d'ailleurs, je crois que les gens du ministère de la Défense, nos amis les militaires, que John Vance a commencé, sont parfaitement conscients. Ils vont faire un effort énorme. Mais si vous voulez, si vous ne donnez pas la capacité de recruter et de former des gens, même sur le plan technicien, il n'y a pas seulement les pilotes, même sur le plan technique, il y a des carences extraordinaires. Chargé de l'entretien, les chargé de l'entretien. Je crois qu'il y a une baisse de 20 à 25% des capacités technologiques, ce qui fait que, et même si on avait acheté certains des avions, ça aurait été encore plus compliqué, parce qu'on n'aurait même pas eu les moyens techniques de rafuter, si vous voulez, les avions australiens, et encore moins les Super Hornets. Donc, nous sommes en situation de crise, et tout ça est dû à cette espèce de fiction d'opération, de besoin opérationnel, ce capability gap dont tout le monde parle, et qui nous a fait reporter des vraies décisions. Et écoutez, normalement, on aurait dû avoir déjà les premiers avions modernes en 2015, et nous ne les aurons pas avant, 2025, 2030. Alors, c'est vraiment une catastrophe sur ce plan-là, et je ne sais pas comment le gouvernement canadien va s'en sortir. Et le vérificateur général dit également que le Canada, en ce qui a trait à la pénurie de pilotes, pénurie de techniciens pour entretenir les appareils et tout, le gouvernement n'a aucun plan. En fait, on regarde ça, on regarde le rapport du vérificateur général, est-ce que, pour s'en faire de mauvais jeu de mots,
Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions? C'est une jolie expression, mais si vous voulez, à partir du moment en 2008, on estimait qu'on allait avoir très bientôt de nouveaux appareils. On n'a fait aucun effort ni sur le plan technique, ni sur le plan recrutement, ni sur le plan de la dotation militaire. Alors, nous avons un problème réel et je ne sais vraiment pas, comme je l'ai dit, comment le gouvernement va s'en sortir, parce qu'il y a une carence, il y a une pénurie, et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on forme ces gens-là. Oui. Et là, le Canada a déjà engagé 3 milliards. 3 milliards de dollars, c'est... Oups! Je ne sais pas exactement ce qu'on va en faire. Ça, c'est pour rafistoler les bons vieux petits F-18 australiens et en acheter d'autres éventuellement. Et je vous dis, l'importance du refitting, si je puis dire, des F-18 actuels pourrait peut-être nous conduire à 2025 et on veut les faire être efficaces en 20. C'est de l'argent dépensé par l'EFNET. On aurait dû lancer l'opération dès l'arrivée au pouvoir des libéraux, c'est-à-dire vraiment l'évaluation des possibilités d'achat, que ce soit le F-35 que le Premier ministre honnissait, je ne sais pas pourquoi, que ce soit... D'ailleurs, le Rafale français n'y est même plus. Maintenant, il y a l'euro machin européen quelconque. De toute façon, en bout de ligne, je vous garantis que ce sera le F-35 qui sera choisi, mais il nous aura peut-être coûté un peu moins cher à l'achat, mais il nous aura coûté terriblement entre maintenant et le moment où nous aurons une dotation. Oui, ça fait pas mal d'argent à suivre. Beaucoup d'argent. En terminant, il nous reste peu de temps, mais je veux vous entendre sur la sécurité des ambassades à l'étranger. Je vous pose la question parce que vous avez été ambassadeur. Le vérificateur général conclut à d'autres lacunes que la moitié des 8 000 travailleurs canadiens à l'étranger dans des missions un peu partout à travers le monde, ou qui sont dans des endroits qui sont jugés non sécuritaires, ne sont pas adéquatement protégés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais, écoutez, il y a toujours eu un financement au ministère des Affaires étrangères pour le renforcement de la sécurité des ambassades. Mais entre les financements et la mise en œuvre et les missions... Écoutez, moi j'étais ambassadeur en Égypte. Et notre ambassade, je parle des bureaux d'ambassade, je ne parle de la résidence, notre ambassade, j'aurais pu, avec une seule grenade, réduire l'ambassade de 70% de son personnel, tellement c'était facile au point de vue de la sécurité. J'ai travaillé là-dessus pendant des mois et des mois et des mois. Il y a eu des équipes d'enquête, etc. Et c'est toujours... Vous savez, on arrive dans une situation où l'imputabilité l'emporte sur n'importe quoi d'autre. Et on finit par avoir peur d'engager des fonds, puis on n'est pas sûr, puis il y a 30 possibilités différentes, et puis finalement on ne fait rien. Et c'est véritablement ce qui s'est passé, et malheureusement, c'est vrai, et je souhaite beaucoup de chance à mes anciens collègues qui sont encore dans l'émission, mais cela dit, il y a un effort réel, mais il ne sera jamais suffisant. Pas très rassurant vos propos, mais non. Quand même, merci beaucoup d'être passé par nos studios. Merci, M. de Kirchhoff. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée.